Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 12 juin 2020 pour 1h30 de direct. Alors ce matin, en compagnie du docteur Benachnou, nous passerons à la deuxième partie de l'hydratation puisque la semaine dernière, nous en avons parlé, mais on n'en parle pas assez, d'autant plus que c'est les grandes périodes de chaleur, donc il faut beaucoup s'hydrater. Pourquoi, comment, avec quel type d'eau? Et justement, c'est le docteur Benachnou qui répondra à nos questions dans un petit moment. Alors, le 14 juin, il sera question donc de célébrer ou de commémorer, si vous voulez, la journée internationale du don du sang et sera parmi nous donc les représentants de la Fédération algérienne du don du sang. Ce matin, place à l'art et sera parmi nous une artiste peintre autodidacte qui s'intéresse plutôt à l'art abstrait. Elle viendra donc nous parler de son aventure avec l'art, de son intérêt pour l'art et ce sera donc dans un petit moment. Kenzan Char sera parmi nous ce matin. Elle reviendra sur l'actualité de la semaine des associations et donc on s'accompagne aussi cette semaine. Nous allons vous préparer en compagnie de Kenza toujours une petite astuce, d'autant plus qu'avec l'été donc qui s'approche, nous avons plutôt les cheveux aussi qui nous font faux bon. Alors une petite recette de baume pour cheveux, mais cette fois-ci ce sera pour les cheveux secs particulièrement. On verra par la suite les autres semaines, Inch'Allah, pour les cheveux gras. Et donc ce matin, nous nous intéresserons aux cheveux secs. Et donc on va préparer en votre compagnie, en compagnie de Kenzan Char, un baume pour cheveux secs. Voilà donc pour cette matinée. Mais avant donc de retrouver notre premier plateau, là donc notre collègue Majid Belkassi nous emmène en visite au niveau du barrage de Beni Slimane de la commune de Médéa dans ce reportage. On se retrouve juste après. De l'eau pour développer l'agriculture à travers la réalisation dans la région de Beni Slimane d'un barrage d'une capacité de 30 millions de mètres cubes. Une infrastructure hydraulique qui a permis l'irrigation de plus de 2000 hectares de périmètre agricole dédiés à la céréaliculture et aux cultures maraîchères. Des périmètres irrigables extensibles à 4000 hectares. المشروع الاستراتيجي اللي استفادت منه الولاية تاع المدية للنهوض بالقطاع الفلاحي. Nous sommes aux abords du barrage de Beni Slimane, une réalisation stratégique qui permet de booster le secteur agricole. Surtout dans cette région montagneuse et à vocation agricole, le barrage est entré en service en mars 2019 et approvisionne en eau les périmètres agricoles de Beni Slimane et Souari. Donc ils ont entamé d'autres cultures, par exemple surtout les cultures maraîchères. Principalement c'est la pomme de terre, les carottes, navets, ail, oignons et piment, poivron, tomate. Juste من دخل في اون exploitation déjà la superficie بدات تخدم تاع لي سوبرفيسي ايريغي. Avant l'entrée en service تاع الباراج كانوا يديروا باغ اكزومبل 90 هكتار تاع كولتير ماريشير. درك غير السنه برك في لا كومبان هذه داروا 500 هكتار تاع بوم دو تير. يعني فريمون il est tombé à point nommé. Le barrage est une véritable bouffée d'oxygène pour les nombreux agriculteurs, surtout lorsqu'on connaît le stress hydrique et le climat semi-aride de la région. Avant, c'était une terre aride. On ne cultivait que du blé. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'eau, nous avons bénéficié de terre et nous avons cultivé la pomme de terre et offert du travail aux jeunes. Le barrage a été bénéfique pour la région de Beni Slimane, c'est la main d'œuvre. Par exemple, les gens ont trouvé du travail. Par exemple, la période de la récolte, ils ont recruté 1000-1500 ouvriers saisonniers. Certains agriculteurs rencontrés sur place, notamment El Hadj, un producteur de céréales de la Dara de Gelbel-Kbir, proposent la réalisation de retenues collinaires, une autre solution pour parer au stress hydrique dans cette région qui excelle dans la filière céréale. Nous aurions souhaité bénéficier des eaux du barrage de Beni Slimane, qui n'est pas très loin d'ici. Nous avons par ailleurs sollicité le ministre du secteur et le Wali pour la réalisation de retenues collinaires pour l'irrigation d'appoint. Et c'est pour ça qu'on demande aux autorités locales, aux autorités nationales et locales de nous aider ou bien de donner une partie du barrage de Beni Slimane pour la daïra de Gelbel-Kbir qui est limitrophe. C'est une daïra qui occupe une superficie agricole utile de 15 200 hectares, dont 8 601 hectares de céréales. Donc vous voyez que 50% ou plus de 50%
de cette superficie est réservé aux céréales. La céréaliculture reste l'avenir de l'Algérie. Voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, c'était donc un reportage de Majid Benkassi. Nous a fait donc visiter l'un des barrages, donc le barrage de Bni Slimane de la commune de Médéa. Donc restant dans le domaine hydrique, dans le domaine de l'eau, de l'importance de l'eau, et ce sera en compagnie du docteur Benachnou. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Il ne faut pas oublier. Docteur Fethi Benachnou. On est une immense tribu, donc... Il faut spécifier. Alors, docteur Fethi Benachnou, ça va, vous allez bien? Ça va, sabah al-khair, et ravi d'être ici. On est très ravis de vous recevoir aussi. Merci. Docteur, alors la semaine dernière, nous avons parlé beaucoup de l'hydratation, de l'importance de l'hydratation. On n'en parle pas assez. Donc, vous avez choisi donc de continuer d'en parler aujourd'hui. C'est très important, d'autant plus que les périodes de chaleur s'annoncent quand même très rapides. Mais avant cela, docteur, je voudrais vous poser une question vraiment qui n'a peut-être pas à voir avec le... C'est pas une question people. Du tout. Mais alors, du tout. C'est pas c'est pas social media. Ah, mais il n'y a pas de problème, allez-y. Alors voilà, docteur, je voulais vous dire que personnellement, et j'imagine que beaucoup de téléspectateurs auront peut-être le même souci que moi, j'ai un énorme problème d'herpès. Alors, c'est quoi les herpès? D'où viennent les herpès? Juste une petite parenthèse avant de commencer de parler d'hydratation. Super. Vous avez en face de vous quelqu'un qui prépare une infection herpétique. C'est pas juste... Ça commence ça commence à une petite rougeur avec on a envie de se gratter, de petites vésicules, tout ça. Et c'est important de parler que les virus, surtout avec ce coronavirus, les virus existent sur Terre comme parmi nous. Comme nous, les êtres humains, on existe sur Terre, il y a une panoplie de virus et parmi eux, ce qu'on appelle le virus herpétique. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est en nous. Ce virus herpétique, tout le monde est là. Qui n'a pas eu là? Et j'adore la dénomination en arabe algérien. L'hemma. Exactement. On est coquin, on désamorce la chose. Dès que quelqu'un c'est formidable. On peut m'embrasser d'une autre façon. Et c'est toujours commis sur labial, ça peut être sur et ça peut être même sur la peau. Mais plus fréquemment, c'est commis sur labial. Commis sur labial, ça veut dire le coin de la lèvre. Et ce virus existe en nous d'une façon permanente. Il est endormi en nous. Pourquoi? On l'a dès la naissance, dès l'accouchement. C'est l'accouchement, c'est la maman, sans faire exprès, qui nous le transmet. Donc vous voyez que ça, c'est les virus, on les a. Les virus font partie de notre vie, mais ça c'est important. Les virus ont cette capacité, moi je dis, yitsoufjo. Oui. En arabe algérien, yitsoufjo, ils deviennent des bad boys, bad virus. Bad virus, voilà. Et yitsoufjo, ils deviennent... Donc c'est pour ça que nous devons, nous, être humains, dans notre façon de vivre, dans notre mode de vie, dans notre façon de nous alimenter, être prêt à faire face. Avec les virus, c'est ça. C'est être prêt à faire face. Et on a un virus, la fièvre va nous embrasser, traduction du mot tableau. Voilà, intégrale. Intégrale, la fièvre va nous embrasser, c'est lorsqu'on a une petite dépression de notre système immunitaire, c'est-à-dire une faiblesse de notre système immunitaire. On est trop fatigué, on ne mange pas bien, on est énervé, notre système immunitaire est un petit peu déprécié. Donc, ce qui fait que le virus, il profite de ça. Et les virus, c'est ça. Les virus, ils sont là. Ils nous voient. Ils vivent avec nous. Et dès qu'on fait une petite... Pas erreur, un petit déficit, on va dire. Déficit par notre mode de vie, et il s'annonce. Voilà. Et une chose est importante, c'est que moi, c'est pour ça quand on me parle des déconfinements et autres, et le masque protecteur, le confinement, mais ça doit être l'élément de notre vie. Covid ou pas Covid, il faut se laver les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? On insiste sur le lavage des mains durant cette épidémie. Ça veut dire que quand il n'y aura pas d'épidémie, on replongera dans les mains sales. Non, ça c'est un texte
de Jean-Paul Sartre, Les mains sales. Mais c'est pour autre chose. Pour autre chose, exactement. Alors, donc là, vous nous avez expliqué un petit peu le virus donc, dans notre vie. Voilà, dans notre vie. Herpétique, le virus donc, herpétique. Le virus herpétique. Une chose, pardon. Le virus herpétique est extrêmement dangereux. Il peut entraîner une hospitalisation. C'est ce qu'on appelle l'herpès génital, surtout chez la femme. Extrêmement douloureux. Il nécessite une hospitalisation et parfois l'utilisation de drogues dures pour calmer cette douleur. L'herpès génital est extrêmement dangereux. Il est contagieux aussi. Douloureux. Comment? Il est contagieux aussi. Contagieux, bien sûr, mais surtout le côté douloureux, atroce. Je ne vois pas comment on peut contaminer. On a tendance quand même, docteur, à voir par exemple des mamans ou des frères, les grands frères, les grandes sœurs ont donc ce virus herpétique. Ils ont des petits enfants à la maison, donc ils ont tendance à les embrasser, à les câliner. Donc là, ça peut aussi. C'est ça. Mais je dis qu'on l'a à la naissance, c'est-à-dire qu'il est en nous. Il est en nous. Il y a des virus, il y a des théories, virus endormis. Ils peuvent rester en nous, endormis, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le fameux VIH, il y a des gens qui sont séropositifs, mais qui n'ont pas la maladie SIDA, et le virus est en eux, à tout moment, il peut se déclencher. Voilà, il faut expliquer ce que c'est que les virus, l'environnement dans lequel on vit, comment on peut les avoir, comment on peut s'en prévenir. C'est tout un monde, la virologie. J'espère que l'on va mettre dans la formation. On parle de réforme, à chaque fois je le dis, des études médicales. Il faut redonner de la consistance et adapter la formation du médecin à cette réalité en tenant compte de l'explosion démographique, tout ça. Il faut mettre le paquet sur l'enseignement de la virologie et la spécialisation en virologie. C'est un petit travail très minutieux. Très minutieux, mais pourtant c'est la base, il constitue toute la base. Alors docteur Benachnou, docteur Fethi Benachnou, j'apprends vite. Alors docteur Benachnou, est-ce que justement, pour introduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui, est-ce que l'herpès ou le virus herpétique peut avoir rapport donc, avec une mauvaise hydratation par exemple? Non. Toujours quand il y a une inflammation dans le sens large du corps humain, le corps réagit. La première réaction qu'on a, c'est l'élévation de température. Élévation de température, ça veut dire qu'il y a une grande consommation d'eau. Une chose, l'eau qui est dans notre corps, ça n'est pas l'eau du robinet. C'est vrai qu'on prend de l'eau minérale ou de l'eau robinet, mais chez nous, elle est sous forme, je vais être très très large, sous forme de ce qu'on appelle chez nous sérum salé. Sérum salé. Elle est sous cette forme-là et la sueur, tous ces éléments sont un petit peu salés. C'est vrai que quand il y a élévation de température, il y a automatiquement déshydratation parce que tout processus à l'intérieur de notre corps. Vous savez, c'est une usine qui est tout le temps en train de faire, surtout des réactions biochimiques. Des réactions chimiques, mais puisqu'elles sont dans le corps humain, on dit biochimiques, elles sont spécifiques. L'appellation est spécifique au corps humain. Des réactions biochimiques. Toutes les réactions biochimiques, elles n'arrêtent pas dans notre corps, utilisent de l'eau. Alors imaginez, c'est une consommation d'eau, donc l'eau est fondamentale, d'autant plus qu'elle fait 60% environ du poids de notre corps. Imaginez ça. Et surtout, il faut discuter avec son corps, il faut écouter son corps, il faut parler avec son corps, il faut être à l'écoute. Regardez des fois beaucoup de gens, surtout les femmes, disent quand elles prennent un verre d'eau, « Ah, je suis gonflée, j'ai pris un verre d'eau, je suis gonflée ». Imaginez que 60% de votre corps est composé d'eau. Regardez, on ne sent rien parce que cette eau est diluée dans chaque cellule, mais elle est fondamentale. Effectivement. Alors, il y a autre chose, docteur. Donc, les médecins parlent beaucoup de ce qu'on appelle la rétention d'eau. Et pourtant, la rétention d'eau, on l'éradique en prenant beaucoup d'eau. Très bonne question. C'est très paradoxal, finalement. Sincèrement, oui. Sincèrement, c'est une très bonne question. Il ne faut pas oublier que dans notre corps, c'est un système très ingénieux, c'est une merveille. Et il y a des systèmes, au sens strict du terme. Il y a le système pulmonaire, il y a le système digestif, et surtout, il y a le foie
et on a un excellent système fondamental, le système urinaire. Qui est constitué de 2 reins. Notre corps contient du sang. Ça peut paraître la palisse, défoncer une porte ouverte, mais des fois il faut défoncer une porte ouverte parce que c'est très technique. On a environ 5 litres de sang dans notre corps. Le sang est dans notre corps. Il fait le tour de la plus petite cellule, est alimenté par le sang qui lui apporte des nutriments. C'est comme Mouza. Un distributeur de choses essentielles, vitamines, d'oxygène, tous ces éléments, c'est dans le sang. Et le travail des systèmes dans notre corps... Justement, là, nous avons une image qui montre un petit peu les pourcentages d'eau dans chaque système. Voilà, comment c'est réparti. Donc, vous voyez que c'est fondamental. On a 5 litres de sang dans le corps. Et le travail que l'on a depuis ce matin que vous êtes levé, vous bougez, vous travaillez, vous toussez, vous vous énervez, vous prenez tout ça, tout ce travail moteur et aussi cérébral, affectif, si quelqu'un vous a fait de la peine, tout ce travail entraîne une sécrétion, disons, de toxines dans notre corps. C'est des choses, tout travail, c'est comme une voiture. Elle fonctionne, un moteur, tout ça, elle fait un travail, mais elle émet des gaz d'échappement qui sont des... Nous, toutes ces toxines se déversent dans notre sang. Mais ce sang, il ne doit pas être rempli de toxines. C'est grâce au rein qui filtre ça. Qui filtre, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le rein filtre, il enlève les cochonneries, comme je le dis à chaque fois, pour qu'il remet en circulation un sang propre, à qui on a enlevé. Et tout cela se déverse dans la vessie. La vessie. Et c'est un merveilleux système. Moi, je suis peiné quand on me dit « le boule hachak ». Le boule, les urines, c'est une merveille. C'est quelque chose de formidable. Et qui se déverse, l'urine, par des étapes extrêmement précises. Je passe dessus. Elle se déverse, fait la vessie. Et la vessie, c'est un... maintenant, on parle de smartphone, on parle de trucs intelligents. Mais ça, c'est... Dieu a créé quelque chose. La vessie, quand elle est remplie à un certain niveau, puisque c'est des déchets, c'est des toxines, ça vient de la filtration du sang qui s'est déversé dans l'urine pour être évacué, à un certain niveau, pour que ces déchets et ces toxines qui sont dangereuses ne stagnent pas, il faut qu'elles soient évacuées. Il y a au niveau de la vessie un circuit neuronal qui prévient le sang et il faut évacuer. C'est là où on a envie de pisser. Je m'excuse, moi je veux être très précis. On a envie d'uriner pour ne pas choquer les oreilles chastes. On a envie de pisser, je reviens sur têtu, et à ce moment-là, il faut qu'on aille vider ça. Vous voyez, c'est raconté comme ça, mais c'est quelque chose de formidable, de merveilleux, de synthétisé, de hautement smart, comme on dit. Donc, vous voyez, mais des fois, quand il y a une défaillance, quand on enfle, rétention d'eau, c'est des œdèmes, surtout au niveau des pieds. Généralement, les chevilles, on le voit bien, hein, les chevilles, donc, les chevilles. En forme de piliers, finalement. Voilà, donc, il y a pas des troncs, on appelle ça des jambes d'éléphant. Voilà, les jambes d'éléphant, exactement. À ne pas confondre avec éléphantiasis, qui est une maladie, mais d'une façon globale, les jambes d'éléphant. Ça, c'est quand il y a un défaut d'élimination d'urine, c'est-à-dire de liquide, ça ne fonctionne pas bien. À ce moment-là, il y a cette rétention d'eau et parfois ça annonce des maladies très très graves, des maladies hépatiques, des maladies cardiaques et l'insuffisance rénale qui commence surtout chez les diabétiques et autres. On commence à avoir des pieds et des fois ça annonce des problèmes respiratoires pulmonaires, beaucoup d'éléments. Vous voyez que cette eau, ce liquide qui est très important, il faut qu'il fonctionne très bien et bien réparti. Et deuxièmement, le fait de ne pas fonctionner, ça peut entraîner une rétention d'eau. Ça, c'est dangereux. Mais en même temps, ça nous annonce, ça nous informe qu'il y a une maladie. Attention à ne pas confondre
quand on a trop marché, surtout chez les femmes, en fin de journée, on a les jambes qui... Et là, il suffit juste de... Parce qu'il y a une mauvaise circulation du fait que la remontée du sang, un jour on en parlera, les phlébites, tous ces éléments-là peuvent entraîner, mais couramment, les femmes connaissent ça. On a les jambes on soulève les pieds, ça c'est très important. Surtout quand on a des métiers, par exemple, on est souvent, par exemple, debout, comme les enseignants, par exemple. Donc après, ça donne des variations. Les coiffeurs et les coiffeuses, exactement. tout ça. Donc vous voyez que ici, la médecine du travail est très importante dans l'éducation sanitaire de ceux qui font ce boulot pour faire la différence. Mais parfois, ça annonce le suivi d'un diabétique, le suivi. Il faut toujours examiner les pieds et les jambes d'un patient, c'est très important, il nous renseigne. Pour savoir que c'est un œdème, on dit ça garde le godet. Quand c'est gonflé, vous appuyez avec le doigt, et il reste une petite cupule comme ça, le godet, ça montre que c'est réellement. Et attention, c'est un problème, la rétention d'eau, l'œdème, il faut bien l'explorer. Et justement, l'une des manières d'éradiquer un petit peu la rétention d'eau, c'est de beaucoup s'hydrater. Voilà. Oui, alors là, prendre beaucoup d'eau. On sort. Beaucoup d'eau. Le rein, surtout les diabétiques, s'il vous plaît, il faut une quantité d'eau. Et là, j'utilise le parler populaire parce que j'utilise moi-même. Quand je dis il faut boire. Il faut prendre une certaine quantité d'eau. Mais chez vous connaissez l'expression. Voilà, et justement, mouillé, c'est-à-dire mouillé. Et justement, docteur, là, nous avons une très belle image par rapport à un d'ailleurs. Et justement, parce que, alors, non seulement, il faut prendre... Chapeau pour la régie, la réalisation. Pour ça. Ils sont parfaits, sincèrement. Ce n'est pas du protocole, c'est professionnel. Non, Kélémo fait beaucoup de recherches dans ce sens, ça c'est vrai. Chapeau. Et donc, alors, non seulement il ne faut pas donc juste, il faut vraiment boire une bonne quantité d'eau, mais il faut le boire, surtout au bon moment, docteur, n'est-ce pas? Oui. Ne jamais boire quand on a soif, Voilà. Alors, vous l'avez bien expliqué la semaine dernière. Quand ça veut dire que nous sommes à la zone rouge. À la zone rouge, une lampe. Il faut consommer de l'eau. Il faut boire de l'eau. Ne pas attendre qu'on ait soif. Surtout maintenant, on va vers l'été. Deux âges extrêmes de la vie, les enfants, les bébés. Les bébés, c'est plus que nous. Presque 80% de leur corps est constitué d'eau. Oui. Après, je vous raconterai une anecdote, surtout celui qui naît. Je vais la raconter tout de suite. Nous, au moment de notre formation, quand un bébé naît, et là, on ne le fait plus en retard, il faut faire la vaccination BCG contre la tuberculose dès la naissance, tout bébé. Mais comme la peau, croyez-moi, c'est comme une éponge. D'ailleurs, j'avais fait un article sur un quotidien, c'est une vraie éponge. Alors, pour injecter, là, ça glissait... Je garde un très mauvais souvenir avec mon fils, d'ailleurs. Voilà. Et moi, j'ai découvert ça, mais j'ai dit, c'est pas possible, la peau. Ça glisse, c'est une éponge, mais il fallait injecter... Je referme la parenthèse. Les enfants ont beaucoup plus besoin d'eau que nous. Plus ils sont jeunes, plus ils ont besoin d'eau. Le lait maternel apporte l'eau nécessaire au bébé. D'ailleurs, c'est même conseillé pour les mamans qui allaitent de prendre de l'eau en même temps que l'allaitement. Que l'allaitement, ça c'est important. Les deux âges de la vie, les bébés ont besoin d'eau, c'est fondamental. Mais si besoin d'eau comme ça, c'est un concept. Ils ont besoin d'une quantité d'eau. Vous avez vu sur l'image, il y a une quantité d'eau nécessaire et obligatoire. Et ensuite, le bébé n'a jamais soif. Il peut signaler, il n'a jamais soif. Je vais expliquer pourquoi. Et les personnes âgées n'ont pas soif parce que dans notre corps, le fait d'avoir soif, c'est un mécanisme qui se déclenche. Voilà. Comme le bébé est en formation, ces systèmes d'alerte ne sont pas fonctionnels, ne sont pas prêts. Et la personne âgée,
comme il y a une diminution de la vue, de l'ouïe, on vieillit, on n'a plus les genoux qui fondent, on n'a plus la vigueur. Ce mécanisme de sensibilisation, d'alerte, de soif, les vieux n'ont jamais soif. D'ailleurs, je l'ai dit, très souvent les gens disent « Ah, mon père ou mon grand-père, on le met dans un coin, c'est là où c'est dangereux. » Exactement. Il a perdu cette notion de soif, il se déshydrate progressivement, alors il peut arriver là où on se réveille lorsqu'il commence un petit peu à délirer, à raconter n'importe quoi. Ça, c'est les signes de la déshydratation. Il ne faut pas attendre ça, il faut régulièrement aller vers les personnes âgées, régulièrement. Donc finalement, docteur, tous les quarts d'heure. Voilà, il faut juste s'organiser, donc se donner un temps particulier. Il faut avoir cette idée-là. 2 heures, tout dépend. Voilà. Donc et donner la quantité qu'il faut. La quantité d'eau qu'il faut. Certaines, surtout les femmes, s'il vous plaît. Je connais bien les femmes. J'ai ma bouteille d'eau dans mon sac. Hein. Voilà. Non, globalement, je parle en tant que médecin. Oui, attention. Globalement, les femmes disent « je ne bois pas parce qu'on a honte de toilette. On a honte, elles sont gênées quand elles sont en famille, tout ça. » Excusez-moi. La santé passe avant la gêne, avant tout, ça c'est important. Tout dit. Mais aussi, il faut développer dans l'environnement urbain, partout, dans les villes, tout ça, des toilettes publiques, dignes de ce nom, avec la propreté, des toilettes modernes, des toilettes qui sont importantes, confiées. S'il vous plaît, ces toilettes confiées à des gens compétents. C'est pas pour lutter contre le chômage ou je ne sais pas, c'est très bien, ok, il n'y a pas de problème. Il y a une partie donc économique qui pourrait être très intéressante, mais entre-temps, donc il y a le côté par exemple, c'est des jeunes, ce qu'on appelle start-up. Start-up, c'est l'organisation de la vie en commun et les toilettes publiques doivent faire partie de cette organisation de la vie, de ces start-up, mais qu'ils soient compétents, que l'on forme à gérer des toilettes et c'est pas facile. Effectivement. Merci beaucoup, docteur. Vous voyez comment non, les choses sont liées et l'organisation. Exactement, tout est lié finalement. Voilà. Merci beaucoup, docteur, avec pour plaisir. Donc, toutes ces précisions. Une petite précision. On parle de l'eau, du liquide eau. Attention, on peut arranger ça, et je tiens, l'Algérie est une terre merveilleuse. On a les fruits maintenant à gogo qui contiennent les pastèques, les melons, les pêches, tous ces éléments-là apportent de l'eau. Les salades, les légumes apportent de l'eau. Donc vous voyez, ça c'est important. Et deuxièmement, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, vous savez pourquoi. On parle de l'eau, des sources de l'eau, mais pas de notre fameux gazose, qui est une catastrophe le fait. Et je termine avec ça, un verre de gazose ou de soi-disant jus de fruits, c'est comme si vous avalez en une seule prise 8 morceaux de sucre. Qui parmi nous, parmi les uns, ne prend qu'un seul verre de gazose, en général c'est 2, ça fait 8, ça fait 16. Voilà, très bonne. Ça fait 16. Ok. 16 morceaux. 16 morceaux. Si moi je sors de ma poche maintenant 16 morceaux de sucre, ça va être choquant finalement. Exactement. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. On vous retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre thème. Moi je dis, quand on m'invite, je dis pas non. À tout moment. Voilà, merci, docteur Fethi Benachnou. On vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc on termine donc on continue notre programme de Bonjour d'Algérie. Cette fois-ci, donc on va s'intéresser à la distribution donc des masques au niveau d'Alger. Donc vous le savez, le port des masques est obligatoire en ce moment. Et là, donc il y a toujours des initiatives pour mettre les masques à disposition des citoyens. Et là, donc Karim Haïfa s'est intéressé à cette opération. Je vous laisse découvrir ce reportage. On se retrouve juste après. De distribution de masques depuis la place de la commune d'El Harrach et devant un centre commercial de Mohammedia a touché 10 000 habitants des deux communes, et ce dans le but de les sensibiliser à l'obligation de porter un masque, seul rempart à l'heure actuelle contre la propagation du Covid. L'initiative vient d'une association caritative qui a déjà fourni 2 millions de masques au niveau national, dont 200 000 ont été attribués à la wilaya d'Alger uniquement, lesquels seront distribués par étapes dans toutes les circonscriptions administratives. 2 wilayas déléguées seront concernées chaque jour par la distribution de ces masques avec l'aide des autorités locales, et ce dans les marchés, les rues, les magasins et surtout dans les zones où les habitants n'ont pas accès à ces masques. J'espère que cette association ne s'arrêtera pas là, avec d'autres actions dans l'avenir.
C'est bien que ces bavettes soient disponibles partout, comme ça tout le monde pourra les porter et se protéger. Je remercie ces associations pour le bien qu'ils font. La levée du confinement partiel qui a permis à certains commerçants et artisans d'exercer leur travail à partir du 7 juin requiert un redoublement d'efforts afin d'inciter leurs clients à porter le masque, devenu, faut-il le préciser, obligatoire, d'autant que ces masques sont aujourd'hui disponibles en quantité importante. Cette opération se poursuivra pour toucher toutes les communes de la circonscription de Dar Beida les jours à venir et je ne cesserai de demander aux habitants de ces localités de respecter les mesures encore en vigueur du confinement sanitaire. Cette opération entre dans le cadre de la levée du confinement partiel en cours depuis le 24 mars dernier pour permettre ainsi une reprise sans incident notable des activités commerciales. Des comités de suivi constitués des services du commerce, de la commune et de la sûreté nationale auront pour mission le contrôle et le respect du port du masque ainsi que de la distanciation physique et mettent déjà en garde les commerces contrevenants qui pourraient être sanctionnés avec la fermeture ni plus ni moins de leurs locaux conformément à la loi en vigueur. Voilà, donc c'était l'importance du port du masque et de la distribution du masque. Donc faites attention au masque que vous portez. Donc il ne faut pas qu'il soit en nylon justement pour ne pas favoriser plus la propagation des bactéries. Donc allez-y faire des masques plutôt en coton ou des masques chirurgicaux. Voilà, j'y arrive. Qu'on trouve au niveau des pharmacies. Alors comme je vous le disais en début d'émission, le 14 juin, donc dans 2 jours, Inch'Allah, nous allons célébrer la journée mondiale des donneurs de sang. Et ce matin, parmi nous, les représentants de la Fédération algérienne des donneurs de sang qui est représentée par M. Kaddour Gharbi. Bonjour. Bonjour, merci, merci de nous avoir invités. Et bien merci surtout de répondre toujours présent. Ah oui, oui. Vous partagez toujours les nouveautés avec nous et vous êtes toujours là à sensibiliser finalement. Toujours fidèle. Marhaba bik à tout moment. Parmi nous également un représentant de l'Agence nationale du sang. Tout à fait. Voilà, l'Agence nationale du sang. Alors vous en êtes chargé de communication. Vous êtes médecin, donc Monsieur Sofiane Kerry. Bonjour madame. Voilà, bonjour, marhaba bikoum. Nos amis téléspectateurs. Voilà, alors Monsieur Kaddour Gharbi, on va peut-être commencer par la fin. Après, on va revenir. Oui. Alors, il faut dire que chaque année, donc, vous avez des donneurs de sang, vous nous dites à chaque fois, vous avez même des fidèles, des gens qui viennent tout le temps pour donner leur sang. Donc, tout dépend, bien entendu, de toutes les mesures préventives que vous prenez et puis tous les conseils que vous donnez à ces donneurs. Mais cette fois-ci, avec donc, le Covid, là, il faut dire que quand même, il y a eu des soucis par rapport à la collecte de sang. Oui, il y a eu quand même des difficultés parce que au niveau national, donc, on a déconseillé aux personnes d'y aller vers les hôpitaux. Donc les donneurs de sang, ils étaient effrayés, soit de contacter le coronavirus, ou soit donc il y a aussi le confinement des personnes, donc ce qui a un petit peu gêné. Et entre-temps, nous, en tant que fédération, nous avons saisi M. le ministre de la Santé, on a suggéré de faire sortir les cliniques mobiles, d'y aller vers le donneur, ne pas attendre que le donneur aille vers les hôpitaux, d'y aller vers le donneur, vers les places publiques, vers la Société nationale, pour pouvoir toucher le maximum de personnes pour récolter cette denrée rare qui est le sang, qui est fabriqué par aucune machine au monde, il n'y a que l'être humain qui la fournit. Donc c'est dans ce sens que la fédération et l'agence nationale conjuguent nos efforts pour récolter le maximum de sang pour sauver le maximum de vies. Et justement, donc, une fois que vous êtes parti au niveau du donneur du sang, donc vous n'avez pas attendu que les donneurs partent au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il y a eu quand même un répondant? Est-ce qu'il y a eu un engouement de la part des donneurs cette fois-ci? Il y a eu des réticences du côté des citoyens, mais quand même, il y a eu des volontaires qui sont venus et qui ont répondu à l'appel. Et ils sont venus et quand même ils ont offert leur sang sans difficulté. Alors docteur Kerry, justement au niveau de l'agence, j'imagine que vous avez eu le même problème, donc avec le Covid, les gens étaient très réticents, il y avait quand même une peur, une psychose qui s'était installée au niveau des donneurs, donc on avait peur d'aller au niveau des hôpitaux, donc il y a eu quand même cette campagne que les hôpitaux sont contaminés, il vaut mieux ne pas y aller. Et justement comment vous avez travaillé sur terrain pour pouvoir toucher le maximum de donneurs et surtout sensibiliser à l'importance du don du sang. Tout à fait. Sachant qu'on parle d'un produit qui n'est pas remplaçable, qui est un produit qui reste utilisé notamment dans les situations d'urgence
et que les situations d'urgence ne vont pas attendre que la pandémie va être dépassée pour surgir. Donc justement, dans ce sens, dès le début, même avant le confinement, l'agence avait pris et avait mis en place un comité d'experts qui a été présidé par Madame la Directrice Générale et qui a donné une batterie de mesures et directives pour les structures de transfusion sanguine à prendre, notamment cette distanciation sociale, le port de masque, le port de bavette, le port de gants, l'utilisation des prises de température avant l'entrée au niveau de structures de transfusion sanguine. Donc une batterie de mesures qui a été, et de recommandations qui a été donnée aux structures de transfusion sanguine à prendre dans le but de garantir la sécurité du donneur, du malade et aussi du personnel médical et paramédical. Donc les premières semaines, donc, ces mesures ont été appliquées et plus ou moins il y a eu un renforcement et on remercie justement les médias qui ont joué un rôle majeur dans cette campagne du Covid où ils ont contribué à faire passer le message de la sensibilisation sur l'importance du don de sang. Donc il y a eu tout un programme qui a commencé à se mettre en place avec aussi la société civile et le mouvement associatif et à leur tête la Fédération algérienne des donneurs de sang, donc qui s'est mis en place et qui a permis de reprendre, on va dire, que le donneur reprend le chemin des structures de transfusion sanguine pour donner leur sang. S'en est suivi la période de Ramadan, la problématique est devenue tout autre parce que, comme on sait, à chaque fois à Ramadan, les structures de transfusion sanguine s'adaptent à ce rythme et en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, on travaille la nuit pour justement collecter le maximum de poches de sang. La problématique cette année, c'était que la journée, les gens sont à jeun, donc ils jeûnent, ils ne peuvent pas donner. Le soir, c'est le confinement. Donc là aussi, il y avait des mesures qui ont été prises par l'Agence nationale du sang et qui ont été acheminées. C'était de donner des autorisations de déplacement exceptionnelles pour les donneurs. Et ça a été fait et ça a été couronné d'un succès vu que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions étatiques et beaucoup de donneurs se sont rendus aux structures de transfusion sanguine la nuit, avec munis de ces autorisations. Donc ça a permis, toutes ces mesures, ça a permis un petit peu de juguler l'urgence. Et Dieu merci, pendant ces 3 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup de tension sur le sang. Ceci étant, le sang doit être renouvelé en permanence au niveau des structures sanguines, doit être approvisionné en permanence, vu la durée de vie de certains produits sanguins qui est très réduite. Par exemple, si on parle de plaquettes, oui, c'est 5 jours uniquement. Donc, vous voyez, il faut renouveler en permanence. L'occasion, elle est là, justement, pour cette journée, d'en parler et en même temps de faire passer les messages pour la continuité à approvisionner les structures de transfusion sanguine avec ce liquide précieux. Alors justement, on a vu un petit peu pour les stratégies que vous avez prises, particulièrement en ces temps de confinement, donc on a vu un petit peu les structures qui se sont déplacées au niveau des institutions. On a même vu ici au niveau du siège de la télévision, donc on l'a vu par exemple au niveau du siège de la Sûreté nationale, on l'a vu donc à travers les médias, à travers les reportages qui ont été donc diffusés, et du coup donc il y a eu quand même répondant de la part des institutions publiques, donc il y a eu quand même collaboration de la part des institutions publiques. Tout à l'heure, vous avez commencé par la fin. Moi, je voudrais quand même, au nom de la Fédération algérienne des donneurs de sang, remercier Canal Algérie, qui nous a toujours accompagnés dans notre mission. Remercier également M. le ministre de la Santé de nous avoir parrainé cette journée. À l'instar de tous les pays du monde, nous célébrons cette journée sous le slogan du sang sécurisé pour sauver des vies. Nous célébrons cette journée pour honorer et remercier ces héros anonymes qui n'hésitent pas à tendre leurs bras pour donner cette denrée pour soulager toute personne en souffrance. Le don de sang est un geste hautement humanitaire, bien plus un devoir de citoyenneté, et une satisfaction morale d'avoir sauvé une vie. Surtout, surtout parce qu'on vous le dit si bien, donc aucune machine, aucune institution, aucune usine ne peut donc finalement fabriquer le sang. Le don de sang, il faudrait qu'il soit une culture dans l'esprit de tout un chacun. Récolter le maximum de sang pour sauver le maximum de vies. C'est la meilleure au monde qu'on peut l'offrir à un malade en souffrance dans un hôpital. Il faut quand même penser à nos malades, ces cancéreux, ces femmes qui sont au niveau des maternités, ces enfants
hémophiles ou thalassémiques, où leur corps ne fabrique pas, ou n'a pas assez de globules rouges, donc il faut les perfuser périodiquement. Si on ne trouve pas de sang, ces enfants-là meurent. Il faut penser exactement le terrorisme de la route, ces accidents de route, journellement, ça laisse des dizaines d'orphelins. Donc il faut quand même avoir au moins un stock, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Kiri, que le sang, il a une durée de vie. Le sang total, il peut vivre qu'entre 30 et 100 jours, les plaquettes entre 3 et 5 jours. Voilà, alors il faut dire quand même qu'avec cette période du Covid, on a eu un petit peu, en fait, on va dire, toutes les attentions étaient braquées sur le Covid, donc on a un petit peu oublié les urgences qui étaient à côté. Pourtant, la vie continue à côté, les autres services des hôpitaux travaillent à côté, donc nous avons vraiment eu tendance à un petit peu délaisser ou oublier ces urgences, malheureusement. Donc tout était braqué finalement sur le Covid. Tout à fait, comme vient de le dire M. Rabé. Il y a des maladies qui sont là et qui sont rattachées à cette poche de sang. C'est-à-dire, on parle des cancéreux, on parle des malades du sang tels que les drépanocytaires et les bêta-thalassémiques, on parle de la gynéco-obstétrique, les femmes qui accouchent, on parle aussi des accidents de la voie publique. C'est des situations d'urgence où ça n'attend pas. La poche de sang doit être là, elle doit être présente à l'instant T, justement, pour répondre à ce besoin urgent. Donc c'est vrai que la lumière était braquée sur le Covid, c'était l'actualité, mais en parallèle, les autres services étaient là, les situations d'urgence étaient là, à continuer à fonctionner. Et d'ailleurs, permettez-moi, c'est-à-dire d'adresser nos remerciements au nom de la directrice générale pour le personnel de la santé, le personnel de façon générale, notamment ceux des structures de transfusion sanguine qui ont été mobilisés, il faut le rappeler, nuit et jour, pour justement répondre aux besoins des malades qui sont en attente de cette poche de sang. Voilà. Alors, le 14 juin, c'est donc la date où on célèbre un petit peu. Bon, bien entendu, vous êtes sur terrain toute l'année, vous n'attendez pas le 14 juin. D'ailleurs, vous êtes là pour le dire à chaque fois. Mais bon, le 14 juin, on va dire, c'est une date symbolique où il y a beaucoup quand même de manifestations qui sont organisées. Cette année, avec le confinement, donc les manifestations auxquelles nous avons l'habitude d'assister, notamment des séminaires, des rencontres, etc., n'auront pas lieu, malheureusement, avec le confinement. Donc, comment vous allez finalement célébrer cette journée cette année? Cette journée célébrée symboliquement, c'est surtout l'inculquer aux citoyens et citoyennes algériens pour pouvoir y aller offrir cette petite quantité de sang. Le sang ne doit pas concerner uniquement que la Fédération nationale de sang ou le ministère de la Santé ou l'Agence du sang. Il va concerner tous les ministères, tous les walis et toute la société civile. Exemple, au niveau de l'éducation, donc il faut inculquer à l'élève dans les écoles, dans les lycées ou dans les universités la valeur du don du sang. Il faut essayer de préparer cette pépinière, nouvelle pépinière de don de sang. Et il ne faut pas oublier aussi de remplacer les donneurs de sang atteints par la limite d'âge. Parce que le sang se donne entre 18 et 65 ans. Il y a des personnes qui ont 65 ans, donc il faut préparer une relève. La relève pour pouvoir faire face. Et maintenant, la pochette de sang, elle peut servir à 3 malades. Vous avez le globule rouge, vous avez le plasma, et vous avez les plaquettes. Le malade ne prendra que ce qu'il a besoin de cette pochette. Donc la pochette peut servir à 3 malades. Voilà, donc quand même, l'utilisation, elle est plus élargie. Donc on va encore, il suffit juste de sensibiliser encore plus à la question. Donc la fédération, en tant que fédération, nous faisons un appel à toute la population âgée de 18 à 65 ans, hommes et femmes et en bonne santé, de répondre à l'appel du cœur, l'appel de la fédération, à l'appel de l'Agence nationale de sang, pour y aller offrir cette petite quantité de sang. Il y a certaines personnes, elles sont peureuses, il n'y a aucune crainte, il y a un médecin qui est là, qui reçoit le donneur de sang, il y a tout un tas de questions. Si la personne est apte à donner sang, on le dirige sur le transfuseur, sinon on lui dit, vous ne pouvez pas donner, parce qu'il y a certaines pathologies
où la personne ne peut pas donner le sang. Au fait, ce n'est que bénéfique, hein, finalement, parce que la personne, elle peut aller, vous le faites toujours d'ailleurs, vous allez d'abord l'ausculter, donc s'il y a quelque chose, la personne peut ne pas le savoir, et donc là, elle pourra... Et il n'y a aucun risque, le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, le coronavirus ne se transmet pas par le don du sang, donc le donneur de sang bénéficie d'un bilan sérologique gratuit, parce qu'il y a des personnes qui sont porteuses peut-être de maladies et qui les ignorent, et à travers le sang, ils découvrent leur maladie, ils se prennent en charge avant que la maladie ne se développe sur le corps. Ils bénéficient aussi de la carte de coupage, et le grand bénéfice, c'est la récompense divine d'avoir sauvé une vie sans dissection, ni de race, ni de frontières, ni de religion. Effectivement. Alors on rappelle juste encore une fois les conditions donc, de don du sang. Donc vous l'avez dit, pour les adultes entre 18 et 65 ans. Donc on peut donner combien de fois le sang par an? Pour les hommes, jusqu'à 4 fois, les femmes 3 fois par an. D'accord, donc chaque trimestre. Pour les hommes, c'est pratiquement tous les 3 mois, voilà, les femmes, c'est tous les 4 mois. Tous les 4 mois, voilà. Donc, il suffit juste de se rapprocher au niveau donc, des structures concernées de transfusion sanguine. Donc là, on peut donner... Et puis, il n'y a aucun risque. Il y a un médecin qui sélectionne le donneur. Certaines personnes qui sont porteuses de maladies chroniques, tout cela ne sont pas concernées. Au contraire, ils ont besoin de sang. Oui. Voilà. Alors, il faut dire, en ce moment, on est toujours en confinement. Donc, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel hein, avec le Covid. Donc, on est toujours en confinement. On prend toujours les mesures qu'il faut avec le Covid. Vous êtes toujours à la quête donc, de donneurs. Donc, quels sont un petit peu vos projets à l'avenir? Donc, en temps de Covid surtout, parce qu'on ne voit toujours pas donc, la finalité finalement de la conjoncture sanitaire actuelle. L'objectif est toujours le même. C'est-à-dire, bon, déjà, il y a cette occasion de la journée mondiale qui reste une station pour nous et pour toujours faire passer le message de la sensibilisation et de la promotion du don de sang, d'une part. D'autre part aussi, c'est de mettre une halte pour remercier les donneurs, ces héros des temps modernes qui sont là, anonymes pour la plupart, et qui sont là pour justement donner ce liquide qui est très précieux. Mais en même temps, tout un programme de collecte et d'organisation de collecte est organisé durant cette période et durant les semaines à venir pour justement essayer de collecter un maximum de sang. Et on reste bien sûr avec nos partenaires, les médias, pour faire passer justement tout ce message qui de la sensibilisation et de la promotion. Sensibilisation, promotion et surtout rassurer les donneurs que finalement ce n'est que bénéfique pour eux, comme vous l'avez dit. Donc il y a beaucoup d'avantages quand même. On va bénéficier d'un bilan sérologique. Donc finalement. Et puis le don du sang, c'est une goutte sur 16, c'est le 16e du volume. Oui. Il n'y a absolument aucun risque. Oui. Puis on donne son sang et puis personnellement... On se purifie finalement, c'est une régénération. J'ai donné 160 fois dans ma vie. C'est pas pour ça que je conduis. 160 fois. 160 fois dans ma vie. Oui. Et je suis arrêté à 65 ans parce que c'est l'âge limite. C'est l'âge limite. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en train de préparer cette nouvelle pépinière de jeunes futurs. Très bien. Merci beaucoup donc, pour toutes ces précisions. On va se terminer peut-être sur un dernier mot. Pardon? Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Non, ce que je voudrais, c'est rappeler un petit peu l'historique de la transfusion sanguine dans le monde, et surtout les médecins musulmans à l'époque, où ils avaient, je ne sais pas si je peux... Très rapidement, parce que là, on arrive un petit peu à la fin. Je cite, par exemple, Jabr ibn Hayyan, c'est un médecin pharmacien qui est né en 737 et père de la chimie moderne, qui a fondé la première école de médecine au niveau de Bagdad. Donc, il a été appelé par Harun Rachid pour enrichir la maison, le médecin. Abou Bakr al-Ghazi, qui est né en 865. Il y a Ibn Sina à Vicenne, c'est un Iranien. Ibn Rushd à Averroès, qui est né à Cordoue, à Bielorussie, et tous ces autres médecins sont sortis de l'école de médecine de Bit al-Hikma. Les premières transfusions sanguines ont été au XVIIe siècle, donc de mouton à une personne, donc ça a été négatif. Oui, c'est normal. Après, au XIXe siècle, il y a eu la transfusion d'homme à homme, de bras à bras, donc il y a eu 20% de réussite. Et à partir
de là où le docteur Karl Landsteiner, c'est un médecin biologiste américain d'origine autrichienne, qui a découvert l'ABO et qui a découvert surtout les résus. Et à partir de là, le sang il devait sécurisé à 100%. Nous célébrons le 14 juin, c'est la date de naissance de cet illustre médecin, Karl Landsteiner, qui est le 14 juin à Vienne. Ah ben voilà, merci beaucoup Monsieur Rabih pour ce magnifique cours d'histoire, mais très rapide, hein, vraiment très synthétisé. Voilà, merci beaucoup. On va se quitter sur un dernier mot peut-être, docteur Kerry? Juste pour vous remercier et remercier tous les donneurs, et on leur souhaite en cette journée mondiale, au nom des malades, on les remercie pour leur générosité, pour leur appel, pour leur contribution à sauver des vies. Voilà, merci beaucoup. Alors je rappelle, vous étiez parmi nous, Monsieur Kaddoul Gherbi, vous êtes président de la Fédération algérienne des donneurs du sang. Vice-président. Vice-président maghrébin et membre de la Fédération mondiale. Allah yibarak, Allah yibarak. C'est vrai que votre combat pour le don du sang, il est très conséquent. Vraiment, yatek saha pour tout ce que vous faites. Docteur Sofiane Kerry, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Alors, je rappelle, vous êtes médecin, vous êtes chargé de communication au niveau de l'Agence nationale du sang. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis, très belle continuation donc, pour votre noble mission. Voilà. C'est nous qui vous remercions. À tout moment. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois. Alors maintenant, place à l'art. Alors dans un petit moment, nous allons recevoir une artiste peintre autodidacte. Elle viendra nous parler donc de son aventure avec l'art. Mais avant cela, un portrait de l'artiste peintre Mohamed Meliani. C'est Nassima Djaidir qui a donc dressé ce portrait. Je vous laisse le découvrir. On se retrouve après. C'est dans ce jardin qu'il a planté son chevalet. Le jardin du Musée national des antiquités et des arts islamiques. Crayon en main, Mohamed Meliani dessine ce qui l'attire. Un bon coup d'œil et un bon geste dans cet espace verdoyant. L'architecture de ce monument historique l'attire. C'est son coup de cœur de la journée. Je suis en train de faire une esquisse rapide sur une entrée de musée de l'Antiquité en face des Beaux-Arts d'Alger. Ce qui est magnifique dans cette presse, c'est bien l'architecture musulmane. On voit le bois, les ornements qui sont en plein voûte. Après la voûte, on a la porte d'entrée. Cet artiste peintre semble bien inspiré. Inspiré et déterminé à terminer aujourd'hui son aquarelle. Dans son élan créateur, Meliani se laisse guider par sa sensibilité. Une sensibilité toujours en éveil face aux joyaux architecturaux. Pour moi, c'est une passion et c'est une décompression et c'est une manière de vivre et de refléter vos émotions à travers la nature, les arts appliqués, qu'est-ce qu'on a comme patrimoine algérien, que ce soit architectural ou bijouterie ou les traditions ou tout ce qui est un héritage. Les carnets de voyage et elle est simple à manier. En général, l'aquarelle, ça te permet de visionner bien les choses, surtout la cohérence et l'harmonie des couleurs dans n'importe quel site où vous vous situez, n'importe quel temps que vous soyez.
C'était un très beau portrait donc de Mohamed Meliani que Nassiba Djaïdir donc a tracé pour nous dans de très très belles œuvres que Mohamed Meliani réalise. Voilà, donc toujours on reste avec l'art et là avec nous donc une autre artiste. Il s'agit donc de Nihad Karba. Bonjour Nihad. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé Nihad. Alors Nihad, vous êtes artiste peintre et vous êtes autodidacte, donc pas de formation. C'est une passion qui est venue juste comme ça. Parlez-nous un petit peu de ce déclic pour l'art. Donc voilà, c'est un don qui est né avec moi. Donc depuis mon enfance, j'étais passionnée avec tout ce qui est couleur, tout ce qui est crayon et tout. Donc j'ai commencé mon parcours à 18 ans. Ah quand même, vous avez voilà, mon jeune. début c'était par faire des fresques dans la rue. Donc c'est ce qu'on appelle le street art. Vous avez commencé avec ça? Voilà. Ah, vous avez commencé grandiose avec des quand même. groupes de jeunes et tout. Donc voilà. Après, j'ai envie d'essayer tout ce qui est organisé, tout ce qui est galerie. Par contre, ça m'a permis de connaître pas mal de gens. Oui. Il y avait un très bon échange culturel et c'était une très bonne c'est vrai que le milieu artistique est quand même très riche. Hein, bien donc, sûr, chacun a une touche particulière. Il y a des gens, c'est des anciens par rapport à moi. Voilà. Moi, je suis une débutante par rapport à eux. D'accord. Alors, dites-moi, Nihad, quel est un petit peu votre intérêt? Vous vous intéressez à quoi dans vos dessins? Quel est un petit peu le courant que vous suivez dans vos moi, personnellement, je suis dans l'abstrait. Donc, pour moi, je dessine ce que j'imagine, pas ce que je vois. D'accord. Donc, je ne fais pas tout ce qui est classique, arbres, pommes et tout. Donc, je dessine mon imagination. Donc, vous extériorisez un petit peu des sentiments, des émotions. Voilà. Par contre, j'oublie pas mon identité. Donc, là, je pense qu'on va on va découvrir quelques de vos œuvres d'ailleurs dans un petit moment. Donc, vous disiez, en fait, finalement, vous n'oubliez pas votre identité. Vous voulez dire quoi? J'aime bien montrer que je suis algérienne. Premièrement, je suis africaine, donc algérienne. Ce sont des couleurs finalement qui représentent l'Afrique d'ailleurs. Hein, voilà, la dégradation de la Sahara et tout. Voilà. Voilà. Et donc, ce sont des couleurs que vous choisissez qui représentent un petit peu, comme vous le dites si bien, donc l'Afrique là aussi. C'est un peu un retour vers C'était la journée de la jeunesse africaine en 2018. C'était en quelle année? En 2018. En 2018, voilà. D'accord. Donc c'est vous-même qui avez réalisé... C'est le premier tableau que je fais sur scène. Donc c'était un live. Pour une autodidacte. Quand même, les détails sont bien mis en valeur. C'est très gracieux quand même comme travail. Et là, c'est les fresques? Voilà, c'est une fresque à la rue Mohamed El-Khamis. D'accord, c'est une fresque qui représente toujours. Quoi? Bon, c'est toujours dans mon style. Mais là, il y a les couleurs de drapeau. Oui. Le vert et le bleu. Et toujours, j'ai resté dans mon style, les motifs que je fais. D'accord. Et là, donc, ce sont d'autres œuvres? Là, c'était une excursion à Sétif. Donc, ça, c'est Jumila? Voilà, j'ai ajouté la touche des ruines. Voilà. Très bien. Donc, on voit un petit peu les couleurs. Vous êtes toujours dans des couleurs froides ou c'est juste pour ces tableaux-là ou vous utilisez quand même plusieurs couleurs? Vous allez vers plusieurs couleurs? Bon, à savoir l'imagination. Donc, parce que je ne prépare pas... C'est vraiment l'humeur de l'instant. Hein. Voilà. Ce que vous ressentez à mes travaux ne sont pas préparés d'avance. Donc, je dessine directement. Là, c'est une autre fresque que nous sommes en train de voir. Oui. C'était un concours à Ouedsou. Oh, vous vous êtes déplacé quand même, hein? Oui, national et international, bien sûr. Très bien, donc vous faites même sur le plan international. Alors vous dites national et international, vous participez comme ça à des fresques, à des expositions? Bon, j'ai participé dans que des expos. Donc pas encore pour des compétitions ou bien d'autres. Donc la plus intéressante pour moi, c'était l'expérience de l'Égypte en 2018. C'était le Caire, la capitale de la jeunesse arabe. D'accord. Voilà, donc on était un groupe algérien, on a participé, on a eu un trophée de participation. Ah, bravo. Voilà. Voilà. Et donc, c'était la seule exposition, vous avez participé à d'autres expositions aussi? Oui, récemment au Maroc. D'accord. C'était un festival de la peinture africaine. Donc j'ai représenté
Voilà. C'est bien l'Algérie, voilà. Donc, j'ai eu un trophée encore. D'accord. Là, vous portez un très joli t-shirt. Je vois que c'est... Alors, je reconnais très vite la peinture sur tissu. Voilà, c'est toujours est-ce que mon c'est vous style. qui l'avez fait ou vous l'avez acheté comme ça? Non, c'est votre confection. Voilà, mais c'est pas une impression, c'est pinceau. Voilà. Oui. Donc, j'ai envie de réaliser un projet entre mon domaine culturel et un projet commercial. D'accord. Donc, c'est une combinaison entre l'art et la vie quotidienne. Vous y allez dans le prêt-à-porter, c'est ça? Voilà. Vous allez personnaliser? Voilà. Donc, prochainement, Inch'Allah, ça sera lancé sur le marché. Alors là, c'est la calligraphie, si je reconnais un petit peu les motifs? Voilà, c'est une calligraphie, mais un peu différente d'autres calligraphies. C'est des motifs, premièrement, c'est africain. D'accord. Voilà, et deuxièmement, c'est algérien. C'est pur. D'accord. Et puis, on reconnaît un petit peu, encore une fois, les... Mais c'est toujours dans l'abstrait, donc il n'y a pas un sens. Il n'y a pas un sens. On ne peut pas lire ce qui est écrit, voilà. Enfin, j'avais relevé peut-être quelques lettres arabes, mais maintenant vous me dites que c'est pas le cas. Voilà, c'est toujours dans l'abstrait. Ça attire, mais il n'y a aucun sens. J'avais relevé Noun, la lettre, le harf Noun, voilà. Ta, en fait, c'est un piège. Voilà, c'est un piège. Voilà, c'est piégé. C'est ça que je vous ai dit, est-ce que c'est de la calligraphie? Parce que j'avais relevé quand même des lettres arabes, mais finalement, ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est un truc stylé, un truc jaune. Voilà, et puis c'est très joli parce que là, encore une fois, vous représentez toujours les couleurs africaines parce que c'est vrai que l'Afrique, c'est très important, coloré. Surtout dans les participations internationales, donc faut représenter le... Voilà, et puis il faut dire que les couleurs sont très représentatives, hein. Donc même si l'Afrique, on sait que c'est très coloré, surtout sur le plan habit. Il y a le bleu, la mer, il y a le Sahara. Donc, effectivement, mais le blanc et le jaune, c'est vrai que c'est très... vraiment, ça nous renvoie directement à l'Afrique, ça nous renvoie directement au désert. Vous avez d'autres projets en vue? Oui, Inch'Allah, en octobre 2020. Donc, c'est grâce à mon ami, le directeur artistique Saïd Ali Akloul, c'est lui qui m'a parlé sur un festival égyptien. C'est le festival de la musique franco. D'accord. Parce que lui, il était parmi les jurés dans la 3e édition du festival. Donc, il m'a encouragé à participer. Donc voilà, j'ai déposé ma candidature et j'étais acceptée. Vous avez été sélectionnée. Oui. Voilà, donc je prépare pour aller en octobre. Alors c'est l'affiche que nous sommes en train de voir? Voilà, c'est le logo du festival. D'accord, c'est l'affiche donc du festival. Ouais. Et donc vous êtes en train de préparer, pour participer à ce festival. Ouais. Et vous préparez quoi exactement? Je peux pas préparer, donc c'est toujours voilà. Voilà. Mais est-ce que vous avez quand même une idée? Est-ce que vous allez quand même avec les t-shirts que vous proposez qui sont très jolis, très personnalisés et puis j'imagine uniques, hein, donc. J'aimerais bien les exposer là-bas dans le festival, puisque c'est ouvert pour toutes les métiers. Artisanat ou bien musique ou bien dessin, donc c'est varié finalement. Voilà, c'est varié. Donc il s'appelle comment le festival? C'est le festival de la musique franco. C'est au fait un festival pour la musique, mais qui ouvre, voilà, mais c'est ouvert pour d'autres domaines. D'accord. Parce que c'est loisir. Voilà. Et puis comme vous, justement, vous avez la chance et l'occasion, d'autant plus que vous êtes autodidacte, de toucher un petit peu à tout, plutôt à tous les supports, on va dire. Donc vous êtes sur la toile, vous êtes sur les murs, et puis vous êtes sur le tissu. Donc je peux faire tout ça, donc pourquoi pas. Alors vous avez une idée ou vous allez encore laisser libre cours à votre imagination, à l'instant T, comme vous dites si bien? Voilà, donc vous n'avez pas encore une idée de ce que vous allez exposer? Non. Non. Même moi, je ne sais pas. C'est pour le mois d'octobre? Oui, mais moi d'habitude je fais un tableau par exemple j'ai fait déjà des shows live sur scène, un tableau dans 17-20 minutes. Ah, voilà. Un tableau de combien? C'est pour ça donc j'utilise l'acrylique parce que c'est facile à sécher. Ça sèche vite, effectivement. Voilà, donc c'est nouveau, c'est jeune, c'est 2020, donc. Donc vous stressez pas par rapport au temps. Vous savez très bien que vous pouvez faire en un temps record. Ouais. Alors vous laissez l'inspiration. Voilà, je prends le pinceau et ça va aller. Voilà. Donc vous allez commencer quand? Vous n'avez pas d'idée?
Non. Du tout. Tout est bloqué pour le moment. Finalement, donc, j'essaie moi-même de vous mettre de la pression, de vous mettre du stress, mais je ne réussis pas. Hein. Mais alors, non. c'est tombé à l'eau. Hein. Ah oui. Je vous dis, c'est pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est demain. Oui, mais c'est pas un problème. Non, hein. c'est facile. Je peux faire un tableau dans une nuit. Donc, je peux le faire la veille de partir. Donc, c'est possible. Voilà. Oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. En fait, c'est ça finalement l'âme de l'artiste. Parce que ce qu'on dit, les artistes, on ne les comprend jamais. Donc, ils ont un petit peu leur monde, ils ont... Selon leur idée. Leur idée, leur inspiration. Morale et tout, c'est important. Non, mais sinon, vous comptez par exemple exposer vos anciens tableaux pour le prochain festival? Oui. Oui? J'aimerais bien, oui. Oui, j'aimerais bien. Vous savez toujours pas? Non. Donc, je peux faire le soir donc une exposition, donc ça fait pas un problème. Vous savez, j'avoue que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. J'avoue, hein, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et à chaque fois que je travaille avec un artiste, je suis impressionnée. Parce qu'à chaque fois, je découvre un monde complètement différent. Mais le vôtre, il est vraiment exceptionnel. Alors, vous ne savez pas si vous allez exposer. Il n'est pas préparé, il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. En fait, il est organisé dans sa désorganisation. Voilà. Voilà, que nous, peut-être même de l'extérieur, déjà, j'applique pas les techniques mondiales du dessin. Enfin, c'est ce qui fait finalement de l'art un art aussi, hein, parce que si on va aussi mettre l'artiste dans un cadre, dans un carré, finalement, on va tuer toute l'imagination, on va tuer tout ce feeling finalement. Oui. Donc l'artiste, il faut vraiment lui laisser... L'artiste, il existe pour vivre, pour voir, pour avoir sentir, des idées, pour donner, pour... Voilà, donc finalement, si on va s'amuser à mettre des cadres et des réglementations, donc on va finalement peut-être le bloquer, un artiste. Voilà, on va limiter les résultats de son art. Voilà. Eh ben, je ne pourrais que vous dire bonne chance. Merci. Bonne continuation. Merci. Et puis, amusez-vous bien dans votre monde. Ah oui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Ah oui. C'est très impressionnant, votre monde. Bien sûr. Faut donner une énergie, Voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. On a eu quand même l'occasion de découvrir quelques de vos tableaux et des fresques que vous avez faites qui sont magnifiques. Le projet, donc je vous souhaite beaucoup de réussite. J'annonce, Inch'Allah, ça sera lancé bientôt. Inch'Allah, vous viendrez nous en parler. Bien sûr, avec plaisir. On vous invitera sur notre plateau, donc on va partager un petit peu votre passion, encore une fois, pour le textile. Voilà, Nihed, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Dernier mot, peut-être avant de se quitter. J'ai tout dit. Donc, voilà. Très bien. Alors, on préfère vous réinviter, peut-être après le festival. Bien sûr, pourquoi D'accord, parce que de toute façon, ouais. vous ne savez pas ce qui va se passer avant. Oui, un rappel. Donc, ce qui va se passer après, vous le savez. Voilà. Donc, on vous invitera pour parler de votre participation, Inch'Allah. Et puis de votre projet. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Merci beaucoup, Nihed, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, je rappelle, Nihed Karba, vous êtes artiste peintre et vous êtes autodidacte surtout. Donc, bravo pour tout ce que vous faites et bonne continuation. Très belle réussite à vous. Voilà. Donc, là, je vous propose une pause musicale. Ça sera en compagnie donc du groupe Day, en attendant de retrouver notre amie, notre collègue Kinzan Char, qui elle reviendra sur
Et voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie en compagnie de Kenza Nchar. Kenza, bonjour. Bonjour. Ça va Kenza? Très bien. Vous allez bien? Toujours aussi confiné, Kenza? Autrement? Autrement, toujours. Autrement, toujours. Donc toujours sur terrain, toujours avec les associations. Effectivement. Et aujourd'hui, donc vous allez revenir sur d'autres actualités, encore une fois, de d'autres associations. Alors Kenza, il faut dire que les associations, on sait très bien que c'est sur terrain, donc on se rencontre, donc la distanciation sociale, c'est pas toujours évident d'en respecter. Et pourtant, les membres des associations trouvent toujours donc, des solutions pour pouvoir donc arriver à concrétiser leurs objectifs. Exactement. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le mois de juin. Ça fait maintenant plus de 4 mois qu'on fait face à du moins en Algérie, on fait face à cette pandémie mondiale. En même temps, prévoir, c'est aussi gérer. Donc on ne peut pas rester justement les bras croisés parce que cette pandémie-là a pris de court le monde entier. Donc en causant des dégâts, que ce soit des dégâts sanitaires, il y a eu des pertes de vie, il y a eu aussi des dégâts sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Et donc là, c'est tout le rôle justement de tout simple citoyen engagé pour le développement de son pays qu'il faut effectivement proposer des solutions pour faire face au post-Covid. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'il y a ce grand événement, donc Hack Algeria post-Covid-19. Donc en fait, c'est un événement virtuel, c'est un week-end où on fait appel à toute start-up, association, porteurs d'idées, et surtout des développeurs web, où on fait appel à leur créativité, on fait appel aussi à leurs compétences pour pouvoir proposer des solutions, des projets dans divers domaines. Et c'est justement pour faire face à cette crise-là. Donc c'est un événement virtuel qui se passera durant le week-end du 1er au 4 juillet. Donc c'est 24 heures sur 24. Donc on rappelle justement un hackathon. C'est un rassemblement justement de développeurs web, d'informaticiens, tous les métiers du web pour proposer des solutions numériques. Je précise, donc c'est des solutions numériques, mais évidemment des solutions numériques pour tout type de domaine. On sait bien que le numérique aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien. Et donc, c'est justement des solutions numériques, que ce soit dans le cadre de la gouvernance, que ce soit dans le cadre de la santé, de l'environnement, de l'entrepreneuriat. Bref, c'est en offrant toute solution qui pourrait être assez créative et aussi courageuse, parce qu'on a besoin aussi d'innovation et on sait bien qu'il n'y a pas, concrètement aujourd'hui, il n'y a pas de règles bien strictes, il n'y a pas un modèle à suivre économique ou autre. Chaque pays a ses propres spécificités, a ses propres conditions. Et puis on rappelle, Kenza, que nous avons été pris au dépourvu par la pandémie, donc il fallait trouver des solutions novatrices, comme vous le dites si bien. Adaptées au terrain. Très vite. Très vite, parce qu'il y a quand même l'enjeu du temps qui est très important. Donc cet événement-là fait appel à toutes les compétences, toutes les compétences de la communauté algérienne, que ce soit celles établies ici en Algérie ou encore à l'étranger, vu que c'est un événement virtuel, donc 24 heures sur 24. Et l'inscription, donc c'est à travers leur site web, donc vous pouvez aller directement Hack Algeria comme l'image le précise, donc c'est Hack Algeria et vous allez trouver toutes les modalités justement d'inscription. L'inscription est en ligne, les inscriptions sont toujours ouvertes, donc vous pouvez aller vous inscrire et puis c'est très important vu que c'est un événement ouvert et public, donc l'inscription c'est très important de mettre les bonnes informations, de bien réfléchir à vos informations et puis vous y inscrire dans l'espoir que vous serez sélectionné et puis que votre idée justement que vous trouvez innovante pourrait aider notre Algérie. Voilà, pour le post-Covid. Mais sinon, il y a un autre volet aussi sur lequel vous vous intéressez ce matin. Vous vous intéressez à la femme, mais pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quelle femme. Vous vous intéressez à la femme rurale. Exactement, c'est justement notre engagement citoyen de la semaine. C'est Madame Alou Rahou. Donc c'est une femme admirable. Je m'incline devant elle parce qu'elle fait un travail extraordinaire. C'est une femme qui non seulement est passionnée, donc elle vit de sa passion. Donc sa passion, c'est le terroir, c'est tout ce qui est produit du terroir. Donc partant du tissage, aux huiles essentielles, aux crèmes, à partir des plantes justement, qu'elles soient sauvages ou
On va piétiner tout à l'heure un petit peu sur son domaine. On va faire notre atelier. Donc justement, elle a créé cette association qui a justement pour but non seulement de promouvoir le travail que fait la femme rurale, donc à travers tous les produits du terroir, et ce qu'elle fait, cette promotion-là, on la voit donc ou bien à travers des ateliers d'ailleurs qu'elle propose à partir juste après le déconfinement. Elle propose aussi des formations donc gratuites, donc c'est des formations ou bien c'est des formations en tissage, en poterie et en tissage, en poterie, même en fabrication de l'huile essentielle. C'est des formations gratuites et tout ceci se passe au niveau de la maison de jeunes à Oran de Flausen, et donc là où elle fait justement ces ateliers là. Donc c'est des ateliers gratuits, il suffit juste de vous inscrire, de vous orienter vers la page Facebook justement de l'association de femmes rurales d'Oran à Louraho. Voilà. Et donc, voilà, très très belle initiative quand même. Oui, et j'aime beaucoup ce genre d'initiative, surtout ce genre de personnes, parce que non seulement elles ont la maîtrise et la passion de leur, mais aussi c'est des personnes qui sont plutôt d'un certain âge, donc elles ont un cumul d'histoire, et donc non seulement elles nous font découvrir leur savoir-faire, mais aussi elles nous racontent l'histoire, et c'est ça, elles nous font vivre justement l'histoire de la plante ou autre. Et ce qu'elle fait aussi, elle est aussi dans la promotion du safran. Et donc elle fait des formations aussi enfin justement comment planter le safran et surtout comment faire la récolte, parce que c'est un métier qui est très délicat, très méticuleux. Donc il y a un horaire où il faut justement pouvoir enlever donc les petites fibres justement du safran. Donc c'est généralement, enfin le safran du moins on le voit plus, c'est la femme qui est plus engagée dans ce métier-là. Donc elle propose des formations, je répète encore, gratuites au niveau de cette maison de jeunes. Et donc voilà, big up. Il suffit juste de s'y intéresser puis d'aller s'inscrire donc pour pouvoir non seulement bénéficier de ces formations gratuites, mais aussi de toutes ces histoires, de tous ces enseignements. Elle propose même des formations dans le champignon. Bref, il faut juste y aller vers sa page et puis vous allez découvrir tout ce qu'elle fait. Alors, ça vous dit qu'on piétine un petit peu sur son domaine? Oui. Oui. Et comment? J'adore les ateliers, j'adore ça. Alors, Kenza, c'était à la demande de Kenza, je rappelle. Donc, vous avez vu que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'astuces, qu'on n'a pas fait d'atelier. C'était à la demande de Kenza qui se demandait pourquoi il n'y a plus d'ateliers sur Bonjour d'Algérie. Et ben voilà, donc pour votre bonheur Kenza, pour le bonheur de nos téléspectateurs, on va faire un atelier ce matin ensemble. Donc, avec des produits 100% bio, 100% naturels à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Voilà. Quel est votre type de cheveux? Des cheveux gras, beaucoup plus, vous avez? Gras. Voilà, donc ça ne sera pas destiné à vous, malheureusement. On y pensera la semaine prochaine. Voilà, ce sera par contre pour mon type de cheveux. Moi qui ai des cheveux plutôt secs, donc ce qu'on va faire ce matin, c'est un baume finalement pour les cheveux secs. Merci beaucoup Faiza. Alors Faiza, notre rédactrice en chef, que justement on va dire... c'est chaud. Voilà, attention, c'est chaud. Alors justement, je l'implique toujours dans la préparation de nos baumes, de nos ateliers. Alors, ce qu'on va préparer ce matin, c'est justement un baume pour cheveux, comme je vous le disais, à base d'huile végétale. Donc là, ce que je vous propose ce matin, Kenza, ce sera une synergie finalement d'une dizaine d'huile et de beurre végétal. Donc vous savez, les cheveux secs, pourquoi ils sont secs? Parce qu'ils ne sont pas assez nourris. Il n'y a pas une bonne production, assez de production de sébum. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons les cheveux secs. Et puis ça, c'est congénital. Donc on est avec cette caractéristique. Donc les cheveux ne deviennent pas secs, ils deviennent gras. Donc c'est une nature. Et donc, ce qui est très gênant aussi pour les cheveux secs, parce que comme il n'y a pas justement au niveau du cuir chevelu, comme il n'y a pas assez de sébum, donc on a une sécheresse, c'est ce qui donne par la suite des pellicules et donc des démangeaisons. Et tout ce que je vous propose donc là, ça va être non seulement des huiles nourrissantes, des huiles qui vont combattre les pellicules, qui vont combattre les démangeaisons et qui vont nourrir en profondeur finalement les cheveux secs. Alors les cheveux secs qui ont aussi tendance à se casser au niveau donc des pointes. Pourquoi? Parce que ça crée comme des écailles. Donc il y a une huile qui va finalement remplir toutes ces écailles et donc va nourrir en profondeur nos cheveux. Alors,
première chose que je vous propose donc, c'est le beurre de cacao. Alors sentez-moi ça. Chocolat. Sentez-moi ça, comme ça sent bon le chocolat. Ça sent trop bon le chocolat. Alors je vous ai préparé la recette que vous pouvez voir. Donc on va demander à Kelimo donc, de nous la montrer en plein écran. Le chocolat, ça sent bon le chocolat. Donc nous aurons besoin. Alors justement, ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller au niveau des magasins là où on vend les produits cosmétiques. D'accord. Tout simplement. Donc vous allez les avoir comme ça en petits bocaux. Comme ça, par exemple pour le beurre de karité. Sinon, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez tout simplement matière première cosmétique et bougies. Parce que généralement, ceux qui font les cosmétiques, ils font les bougies. Et vous allez avoir une panoplie de fournisseurs qui vous ramènent des produits, d'autant plus que nous sommes en confinement, qui vont vous ramener vos produits jusqu'à la maison. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire livrer tranquillement. Donc, nous aurons besoin de beurre de cacao. Alors, pourquoi le beurre de cacao? Parce que le beurre de cacao nourrit en profondeur, il donne une brillance. Parce que les cheveux secs, généralement, ils sont ternes. Et donc, le beurre de cacao va donner un petit peu cette brillance, il va nourrir en profondeur. Nous aurons besoin d'huile de coco. Alors, l'huile de coco, là, je vous ai mis des pourcentages. Donc, vous allez voir des pourcentages comme ça. Vous allez faire le grammage que vous avez envie de faire. Donc, moi, pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous proposer juste 100 ml. Donc, une petite quantité. Mais là, vous avez des pourcentages. Vous pouvez aller jusqu'à 1 kg. Tout dépend donc de votre utilisation. Donc, on aura besoin d'huile de coco. Alors, 30% d'huile de coco. Pour ma part, je mettrai donc 30 grammes pour avoir donc une somme de 100 grammes. Donc, on mettra 30 grammes d'huile de coco. Alors, l'huile de coco est une huile qui est très riche en vitamine E, en vitamine K, elle est très riche en fer, donc elle nourrit en profondeur, elle rend les cheveux plus denses et puis avec plus de brillance. Donc on aura besoin de 30 grammes ou 30% comme je vous l'ai mis, donc moi je mettrai 30 grammes d'huile de coco pour 10 grammes donc de beurre de cacao et encore une fois 10 grammes de beurre de karité. Alors le beurre de karité c'est vraiment le beurre allié des cheveux secs, alors très riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine E, en vitamine F. Alors c'est un beurre qui est réparateur, qui est assouplissant, parce qu'on a quand même à avoir des cheveux lourds, donc assouplissant, qui revitalise aussi la fibre capillaire. Donc j'aurai besoin encore une fois de 10 grammes de beurre de karité. Alors, ce sera facultatif, ce que je vais vous proposer là, de la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, elle peut être blanche, donc comme on le voit ici. Donc je ne sais pas avec quelle caméra je pourrais travailler. Voilà, je travaille avec notre ami Sissi. Donc comme vous voyez, en grains comme ça, donc c'est de la cire blanche. D'accord, c'est la cire d'abeille blanche. Mais moi, je vous conseille quand même la cire d'abeille pure, la cire d'abeille qu'on voit qui a la couleur donc mielleuse. Pourquoi? Parce que cette cire d'abeille, elle est purifiée, la blanche, et elle perd 30% de ses vertus. Voilà. Alors, la cire d'abeille, elle est facultative. Je vous propose d'en mettre 10% ou 10 grammes donc, pour notre recette. Pourquoi? Pour que ça donne un peu de la dureté. Parce que nous, on a dit on va faire un baume et non pas une huile. Très bien. Donc, c'est un baume. Alors, la cire d'abeille, elle va nous donner un peu de la dureté à notre baume. Donc, je répète, je mettrai donc 30 grammes d'huile de coco, 10 grammes de beurre de karité, 10 grammes de beurre de cacao et encore une fois 10 grammes de cire d'abeille. Je vais tout mettre ensemble et je vais faire fondre au bain-marie comme l'a fait pour nous Faiza, notre amie Faiza, merci beaucoup. Et donc on va avoir ce résultat-là. Donc tout va fondre et on va avoir cette consistance huileuse. Il n'y a pas de température bien précise? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut juste ne pas laisser ces huiles bouillir. Parce qu'une fois que ça bouillisse, ça y est, ça veut dire que notre huile a brûlé. Donc dès que ça fond, ça y est, on enlève du bain-marie. Ensuite, on va rajouter donc les autres huiles dont nous avons besoin. Je vais juste vous confier Kenza. Pour les huiles essentielles, vous savez qu'on met de très très petites quantités. Donc pour un 100%, on mettra 1%. Ça veut dire que pour notre recette à nous, 100 ml, on va mettre 1 gramme de chaque. On peut aller jusqu'à 2,5%. Donc là, j'ai mis de l'huile d'amande, l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors pourquoi l'arbre à thé? Pourquoi Combien de gouttes? Alors ça sera 30 gouttes. Alors 30. 1 gramme égale à 30 gouttes. Donc quand vous mettez 30 gouttes, c'est 1 gramme. Alors pourquoi ces huiles essentielles? Parce que tout simplement, ça aide à la pousse des cheveux et ça nourrit en profondeur les cheveux. Alors pendant que notre amie Kenza va nous peser 1 gramme de chaque huile essentielle, on va passer donc aux autres huiles végétales dont nous avons besoin pour notre baume, à savoir l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, vous le voyez ici, donc je vais peut-être travailler encore avec Cécile. Donc vous le voyez ici, c'est une huile qui est très visqueuse, d'accord? Très visqueuse, elle est très lourde comme huile.
Elle est très lourde et c'est ce qui va finalement nourrir très bien nos cheveux et ça va encore une fois donc favoriser la pousse de cheveux et puis ça va remplir toutes les écailles que nous avons des cassures. Alors là, j'aurai besoin donc de 10 grammes. Je vais peser directement dans l'huile. Donc je vais mettre mon tard. Oups. Ça va vite, hein? Et je vais mettre donc 10 grammes. 10 grammes d'huile de ricin. Donc ce sont des huiles végétales, pression à froid. J'aurai besoin de l'huile d'amande douce. Alors l'huile d'amande douce aussi, c'est une huile qui est alliée des cheveux secs. Elle nourrit en profondeur, elle donne souplesse et brillance. Et puis c'est justement cette huile-là qui va combattre tout ce qui est démangeaisant et tout ce qui est pellicule. Par contre là, c'est tellement beau toutes ces vertus-là de toutes ces matières. Je vais mettre 10%. Est-ce que le fait que j'ai des cheveux gras, ça veut dire que j'ai des cheveux en bonne santé? Parce que j'ai bien envie de mettre tout ce mélange-là. Alors je vais vous répondre très rapidement parce que là on me dit qu'il nous reste que 2 minutes. Okay. Je vais faire très rapidement. Alors je répète, l'événement de Hack for Algeria, c'est un événement qui a été organisé par le Forum des chefs d'entreprise et puis Ex-Media Event qui nous a habitués à Algeria 2.0. Alors le pépin de raisin qui entretient par contre, je vais encore mettre 10 grammes. Voilà. Et puis j'ai 2 autres huiles aussi très bonnes pour les cheveux secs, notamment l'huile d'abricot, aussi qui assouplit, qui donne douceur aux cheveux. Voilà. Et puis encore, en dernier, le germe de blé. Alors là, je vais mettre que 8 grammes. D'accord? Je vais mettre que 8 grammes. Pourquoi? Pour arriver à 100% parce que j'ai encore les 2 grammes de mes huiles essentielles. Et voilà. Merci Kenza. Donc je vais mettre mes huiles essentielles. Et je vais mélanger tout ça avec une spatule en bois, jamais en inox. Plutôt jamais en aluminium, ça peut être en inox mais jamais en aluminium. Jamais en aluminium parce qu'il risque d'y avoir des réactions chimiques et donc toutes mes huiles vont perdre de leur vertu. Et donc je vais transverser tout ça dans un bocal qui est propre bien entendu, d'accord? Et je laisse refroidir. Alors une fois que ça refroidit, ça va me donner cette consistance-là. Un beurre, carrément. Donnez-moi votre main. Et voilà, donc ce que ça fait, ça sent très bon. Donc je peux utiliser sur mes cheveux? Alors vous allez avoir des cheveux plus gras par contre. Même sur les pointes? Par contre, alors sur les pointes oui, ça peut le faire. Voilà, alors je vais vous dire que c'est un baume que j'ai utilisé pour mes cheveux hier. Donc je les ai mis pendant 4 heures avant de prendre mon bain. Et voilà, donc comme vous le voyez bien, je n'ai pas fait de brushing. J'ai juste fait un touching, donc j'ai juste tiré le devant et la nuque. Et par contre, comme vous le voyez si bien ici, je n'ai pas fait de brushing. Voilà. Super. Et pourtant, j'ai les cheveux très secs. Et voilà, donc un petit peu le résultat, vous le voyez directement sur mes cheveux. Alors, pour les cheveux gras, c'est promis Kenza, on en parlera la semaine prochaine. D'accord? Et on fera un baume et un masque spécial pour cheveux gras la semaine prochaine. Alors, juste une dernière chose. Ce baume, vous pouvez l'utiliser aussi pour les peaux sèches par contre et non pas pour les peaux grasses. Vous allez voir, vous n'allez pas du tout avoir un film gras sur la peau parce que la peau va l'absorber. Voilà donc pour l'astuce de ce matin. J'espère que vous l'avez apprécié. Oui, la semaine prochaine, ce sera question, c'est promis, des cheveux gras. Alors d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Je vous retrouverai demain, Inch'Allah, avec un très grand plaisir à partir de 9h. Ciao, ciao. Ciao.